bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, est mort à l'âge de 79 ans au Sénégal le 24 août dernier des suites d'une infection au Covid-19. Condamné en 2016 à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le nom de l'ancien chef d'État continue à diviser. Au pouvoir de 1982 à 1990, il avait été renversé par feu Idriss Déby Itno. Et selon une commission d'enquête tchadienne, on estime à 40 000 le nombre de victimes de la répression sous le régime Habré. Il s'était réfugié au Sénégal avant d'y être arrêté en 2013, puis inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. Alors que faut-il retenir de son parcours politique et personnel? Hissène Habré était-il le héros ou le bourreau du peuple tchadien? On en parle avec le journaliste Thomas Guessambi. Bonjour et bienvenue. Merci Fatim, toujours heureux de recevoir Valentin et partager le même plateau que lui depuis la radio. Et il vient de vous présenter, hein. Valentin Bourguigne, bienvenue et merci d'être présent. Merci, bonjour à nos téléspectateurs, c'est un plaisir. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de retrouver notre correspondant au Tchad, Stanislas Asnan, du journal Le Pays. Stanislas, bonjour. Quelle est finalement la réaction des Tchadiens à l'annonce de la mort d'Hissène Habré? Écoutez Fatim, les réactions des Tchadiens ont été diverses à l'annonce du décès du président Hissène Habré. Je vous propose d'écouter quelques Tchadiens que j'ai rencontrés dans les rues de la capitale. Je retiens deux choses de lui. Déjà, Hissène Habré, c'est celui-là qui a libéré le Tchad de l'envahissement libyen. Et aussi, c'est celui-là qui a tué plus de 40 000 de nos compatriotes. Une dictature implacable dont le Tchad se souviendra longtemps. Mais il est mort, il est un être humain et sa mort doit servir de leçon à nos dirigeants actuels et à ceux qui aspirent diriger un jour ce pays. Et je souhaite effectivement que les victimes puissent le pardonner et que Dieu aussi le pardonne pour qu'il puisse mourir en paix. Je n'ai pas un sentiment particulier, mais dès que j'ai appris l'annonce du décès de M. Habré, j'ai eu une profonde pensée pour les victimes. Vous êtes sans ignorer que M. Habré a été condamné il y a de cela 5 ans, plus de 5 ans, mais il est juste en prison, mais les victimes continuent à mourir dans le silence, dans l'indifférence totale. Il a commis ce crime au nom de l'État tchadien. Mais les autorités actuelles violent le principe de continuité des services publics. Ils doivent tout faire pour que les victimes ne puissent pas subir par deux fois les mêmes sanctions. Ils ont d'abord été pénalisés par Habré. Maintenant que la justice a essayé de rétablir les victimes dans leurs droits, l'État refuse de reconnaître ses droits aux victimes. Donc j'ai eu une profonde pensée à l'endroit d'abord ceux qui sont partis et ceux qui souffrent actuellement dans leur corps et dans leur esprit, ce qui se passe. Ce que nous retenons du président Habré, nous sommes quasiment nés à la fin de son règne. Nous n'avons pas vécu le règne Habré, mais ce qu'on retient toujours de lui, de l'histoire, de son histoire, de ce que le pays était sous son règne. Globalement, le président Habré a marqué le Tchad, a marqué sa génération. Il est venu dans une époque de guerre froide, où le pays était divisé par la guerre avec la Libye, avec les tendances multiples politico-militaires. Malgré cette histoire difficile, ces événements difficiles, Habré a pu quand même mettre le Tchad sur les rails et il a pu organiser une administration qui aujourd'hui qui est en train de continuer. C'est l'administration Habré, c'est lui qui a dressé l'administration et il a mis, rien qu'avec les maigres ressources qu'il avait, le Tchad en avait en ces temps, il avait mis aussi le Tchad dans un bon état économique. Bon, comme tout homme, il peut avoir ses qualités comme ses défauts. L'image que nous avons de lui, c'est une image assez contrastée. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Certes, c'est des histoires qu'on a apprises. Hein. Nous, on est de la génération post son régime. Okay. Donc, on a appris que certainement, il y a eu des victimes. Et du côté positif, il y a eu vraiment l'ancrage national, la défense de l'indépendance, la défense de l'intégrité territoriale. Donc, au-delà du jugement personnel que
je ne suis pas à l'aise de le faire parce qu'il y a eu un jugement qui a été fait par la Cour d'assises africaine. Actuellement, il est entre les mains de Dieu. Il y aura également un jugement divin. Mais le plus important, c'est de s'inspirer de son histoire et de garder le côté positif. De garder le côté positif. Et surtout pour la jeunesse, et nos décideurs, nos hommes politiques, qu'ils s'imprègnent de sa vie, de ses réalisations et qu'ils fassent avancer la jeunesse. Alors, Hissène Habré est né le 13 août 1942 et il passera une partie de son enfance au milieu des bergers nomades. Que sait-on finalement de sa jeunesse, Thomas Guessambi, jusqu'à sa scolarité et autres? Merci Fatim. Ce qu'on sait de l'homme qui peut être le fruit à la fois de ce qu'on peut appeler les enfants de la décolonisation et en même temps aussi les enfants de la période de la guerre froide, c'est que naturellement il est né dans une colonie française et qu'il a grandi dans ce pays, le Tchad, qui est un pays de l'Afrique centrale, mais qui dans la géographie militaire est un axe extrêmement important, quoique enclavé, parce que appelé le cœur mort de l'Afrique, qui fait la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc il naît dans les conditions de ce pays géographiquement enclavé, pauvre, mais qui ont eu droit, de par le truchement de la colonisation, à l'éducation, la formation. Donc brillant élève, vous pourriez mettre peut-être en guillemets, mais il est aidé par des instituteurs dans sa formation au point d'hériter dans la politique d'africanisation après la décolonisation, l'africanisation de l'administration, d'avoir eu l'opportunité d'être nommé par le président François Tomalbaye comme sous-préfet d'une localité et ensuite sans doute mu par des ambitions qui lui sont chevillées au corps. Il va continuer sur la France qui a colonisé son pays pour aller en apprendre encore un peu plus, pour revenir après une formation en droit et en économie, revenir en 1972 pour une autre dimension de sa carrière politique dans son pays. Alors on précise qu'effectivement il a fait des grandes écoles en France, notamment l'Institut politique. Et effectivement après la fin de ses longues études en 1972, Hissène Habré revient au Tchad. Comment va-t-il parvenir aux plus hautes responsabilités, d'abord en tant que Premier ministre en 1978 et puis en tant que chef d'État dans une configuration particulière là aussi? Disons que Hissène Habré, lorsqu'il revient, vous l'avez mentionné fort opportunément tout à l'heure, c'est à l'issue d'études brillantes dans des écoles et des instituts qui sont réputés en France, que ce soit à SAS ou à Sciences Po, qui sont quand même parmi les grands trésors intellectuels, notamment dans les disciplines politiques, juridiques et autres en France. Donc c'est quelqu'un qui vient après des études quand même brillantes dans des écoles prestigieuses. Et dans ces écoles-là, dans l'éducation qu'il reçoit en France et autres, il y a un moment de sa vie où déjà, de par les lectures, comme on est dans le sillage de la décolonisation des indépendances immédiates, il y a encore les thèses anticoloniales qui persistent, notamment du fait que, on se rend bien compte que les indépendances politiques qui ont été proclamées n'ont pas été suivies d'effets probants sur le terrain. Rien n'a changé fondamentalement. Et Hissène Habré, c'est un fan de Frantz Fanon, de Che Guevara, de Ho Chi Minh, tous des gens qui étaient foncièrement anticolonialistes, en tout cas qui luttaient pour que ce soit pour l'indépendance véritable des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y a déjà ce substrat intellectuel, ce substrat politique qui naît en lui et qui, associé à tout ce qu'il a vu également sur le terrain au Tchad, tout ceci associé fait donc de lui, fait mûrir sa conscience politique et l'éveille naturellement aux choses politiques. Ce qui fait que quand il arrive, donc naturellement, il s'inscrit dans cette mouvance et le président Tombal-Baye à l'époque le remarque fort bien et l'associe donc à son pouvoir comme Premier ministre. C'est à partir de là que son ascension politique, on va dire, commence véritablement.
puisque jusque-là, c'était des tâches administratives, au cours desquelles il a dû apprendre aussi comment on administre un pays à partir déjà des régions où il était. Donc il y a cette posture du Premier ministre qui arrive et qui, naturellement, lui donne d'autres ambitions, puisque Hissène Habré a d'autres ambitions et par la suite, on verra que bon, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, il va passer par des guerres civiles, par des alliances, des alliances avec... Justement, intéressons-nous à une période historique très importante aux yeux des Tchadiens, c'est la guerre avec la Libye. Et les forces libyennes occupent dans les années 80 le nord du Tchad jusqu'à la contre-offensive des forces Habré qui aboutit en mars 87 à la reconquête du nord avec le soutien de l'armée française, et les Américains aussi ne sont pas très loin dans cette affaire. Pour l'armée française, c'était l'opération Épervier. Monsieur, quelles étaient déjà les causes de ce conflit entre la Libye et le Tchad dont Habré sortira le grand vainqueur? Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie politique après la décolonisation au Tchad n'a pas été un fleuve tranquille. Nous avons le président François Tomalbaye qui hérite du sommet de l'État, du pouvoir politique après la décolonisation. Mais n'oublions pas que la colonisation n'a fait que créer une sorte de disparité, une sorte de division entre des tribus qui existaient et qui étaient fortement rattachées, qu'on pouvait trouver de part et d'autre d'une frontière tracée par la colonisation. De ce point de vue, déjà en 65, le pays est déclaré indépendant en 60. En 65 éclate déjà une guerre civile, ou si vous voulez des rébellions. Une rébellion dirigée par le mouvement dont sera issu Hissène Habré, adossé au Soudan, à l'ouest, et une rébellion dirigée par un certain Goukouni Oudéi, soutenu par la Libye au nord-est. Donc le pays va sans doute continuer de 65 jusqu'à 75, mais avec des rébellions existantes sur le territoire. De ce point de vue, il y a ce qu'on appelle aussi la géopolitique et la géostratégie. Et le géostratège, il n'a Dieu que pour ses intérêts, il n'a d'oreille que là où résonne le son de tout ce qui est économique. Donc on pourrait dire ici que c'est le plus fort qui a gagné. Et le plus fort ici, on était en période surtout de guerre froide, dans la guerre Est-Ouest. Et quand vous avez les États-Unis et la France d'un côté, comme alliés, et que vous avez naturellement la Libye, dont le soutien de son protecteur n'était pas véritablement présent, c'est clair que c'est la partie soutenue par la première puissance et la puissance colonisatrice qui était la France, qui allait prendre le dessus sur les autres parties. Surtout que, après un consensus, au moment où le pouvoir du président Tomalbaye commence à vaciller à partir de 1975 et qu'on crée une sorte de gouvernement d'unité nationale. Et ce gouvernement d'unité nationale qui, au lieu de jouer le jeu du chat et la souris, prend fait et cause pour la Libye en s'adossant à la Libye et demandant même volontairement à la Libye d'annexer une colonie gagnée au prix du sang par la France. C'est clair que c'était impardonnable et donc Goukouni sera repoussé et le pouvoir sera remis à celui qui était pro-occidental. Mais justement, Thomas vient de le dire, Habré va bénéficier de l'aide de la France et puis des États-Unis d'Amérique. Et il va lui-même finalement s'éloigner des Français au profit des Américains. Visiblement, mal lui en a pris, puisqu'il sera chassé du pouvoir par un autre protégé des Français, feu Idriss Déby Itno, qui le renverse alors le 1er décembre 1990. Est-ce que la chute d'Hissène Habré était programmée dans le logiciel occidental, en tout cas français? Programmée, je ne peux pas le dire avec netteté. Par contre, il ne faut pas perdre de vue la dimension suivante, c'est que l'irruption d'Hissène Habré sur la scène politico-médiatique à l'époque se fait de façon brutale par le rapt d'une Française. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier.
par le rap d'une Française et même par la suite par la pendaison de l'officier qui avait été envoyé de Paris comme médiateur pour pouvoir sauver donc l'otage française, Madame Claustre. Alors, donc, il y a ce subconscient qui est là, qui est présent, que les Français sans doute n'ont pas oublié et qui attendent donc la première occasion pour pouvoir régler ses comptes avec M. Habré. Il y a cette dimension personnelle, on va dire entre guillemets, de la France, individuelle de la France par rapport à Hissène Habré, ce qu'il a fait par le passé qui a déplu. Et puis, il y a aussi l'autre dimension qui arrive avec, parce qu'il ne faut pas oublier que Hissène Habré chute au moment même où, dans le sillage en fait du démantèlement du bloc soviétique. C'est-à-dire que le monde est en train de basculer avec la chute du mur de Berlin de 89. Hissène Habré chute en 90. Donc les cartes sont en train de se redistribuer et comme en toute chose en géostratégie, comme en géopolitique, eh bien, tout le monde rebat les cartes. On se dit, bon, est-ce que la carte débit n'est pas meilleure que celle d'Hissène Habré, surtout qu'Hissène Habré a su développer, qu'on le veuille ou non, beaucoup de sympathie au sein de la population, malgré le bilan politique qui n'est pas très favorable, qui ne lui est pas. Il était populaire. Il était populaire parce que, notamment, on retenait de lui celui qui avait sauvé le Tchad de l'annexion de la bande d'Aouzou. Donc, on a retenu de lui cet aspect de guerrier intraitable, surtout intraitable sur des questions de souveraineté du Tchad. Ceci peut aussi avoir participé à le faire chuter. Alors, il ira en exil dès 1990, et puis on va découvrir, là, la stupéfaction générale, des charniers un peu partout. En moins d'une décennie au pouvoir, il avait créé une police politique, responsable de milliers d'enlèvements et d'assassinats politiques. Monsieur, comment comprendre que celui qui a finalement libéré son peuple en devienne le principal bourreau? Comment a-t-on basculé? La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est à quel moment Hissène Habré devient criminel, infréquentable, et à quel moment il était ce libérateur-là, ce démocrate, celui qui ne veut pas la propension du marxisme-léninisme, quoique il ait étudié cela en France. Donc je pense que ce sont des aspects assez importants sur lesquels on pourrait juger. Et vous l'avez si bien dit que son malheur part du moment où peut-être que ses yeux devenaient un peu plus gros que son propre corps, en voulant naturellement faire alliance avec les Américains plutôt que les Français. Mais j'ai un ami qui me disait c'est difficile pour un vilain petit canard de se chercher des alliés parce que naturellement sa condition naturelle et physique ne lui permet pas. Donc dès lors qu'il décide de s'allier aux Américains contre les intérêts français, en ce moment les cadavres qui étaient dans ces placards commencent à sortir. Et au sens propre comme figuré, là. Bien entendu. Et maintenant on peut découvrir qu'il a été le bourreau. Sinon, comment comprendre qu'il ait pu maltraiter, il ait pu enfermer des citoyens français et en ce moment, rien ne lui était reproché et au contraire, on pourrait peut-être dire à ce penseur qui a dit « celui qui tue un est un criminel, mais celui qui tue 1000 est un conquérant ». Comment pouvons-nous comprendre que là où des officiels français qui venaient pour intervenir au nom de la France sont sacrifiés, il était toujours fréquentable, mais dès lors que c'était une question maintenant de positionnement géostratégique, il devient autre chose. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a commencé dans la violence, parce que n'oublions pas, quand il rentre en 72, il crée une rébellion. À partir de la rébellion, il crée une force militaire, à la tête de laquelle il va nommer Idriss Déby. Donc, on ne crée pas une force militaire, je vais dire, pour un gala de cotonnade, de textile. C'est naturellement pour tuer, pour avancer. Et n'oublions pas les tentatives avortées qui ont sans doute causé de la mort. Donc, mais Thomas, même en matière de guerre, il y a des règles. Oui, là, comment comprendre ce charnier? En fait, on trouve que ce sont des Tchadiens qui sont dedans. À quelle occasion a-t-il pu perpétrer ces massacres? C'est pas au nom de la libération du Tchad par rapport à la Libye? Non, je parlais tout à l'heure, j'évoquais un peu le bilan politique qui n'est pas très reluisant
son régime, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'élément qui passait avant, c'est un être humain avec ses qualités, ses défauts. Il a fait des choses très vaillantes qui sont restées dans l'esprit des gens. C'est le nationaliste valeureux, intransigeant sur des questions de souveraineté de son pays, mais par contre, au plan politique, pour asseoir son régime, il a dû recourir à des méthodes peu orthodoxes qui ont été tolérées par ceux qui le soutenaient, notamment les puissances occidentales de premier plan qui étaient sur ce dossier-là, les États-Unis et la France. Donc il ne faut pas aussi oublier de replacer la gouvernance Hissène Habré dans son contexte historique. Alors, lorsqu'il arrive, il faut déjà savoir que le Tchad, lorsqu'il parvient à l'indépendance, c'est suivi tout de suite par une grande instabilité. Thomas l'évoquait tout à l'heure, la guerre civile, les guerres, les rébellions à répétition, financées tantôt par la Libye, tantôt prenant appui au Soudan voisin, notamment dans la zone du Darfour. Eh bien, il y a eu beaucoup de rébellions et c'était un État... en tout cas, le Tchad était dans un état de guerre quasi permanent. Donc à chaque fois, il y avait une rébellion qui éclatait ici, une autre qui éclatait là, et il fallait donc tout faire pour Hissène Habré qui avait le souci d'avoir donc de maintenir la souveraineté, l'unité du pays. Il fallait tout faire pour cela. Bon, les méthodes malheureusement n'ont pas été toujours des méthodes acceptables. Il y a eu des méthodes détestables comme les tortures et autres. Mais bon, pour le moment, des ONG ont avancé le chiffre de 40 000 morts et autres. Bon, ça reste à prouver. Hein. Bon, on ne sait pas trop d'où vient exactement ce chiffre, comment le prouver et comment tout ceci s'est fait. Comment croire que tout ceci ait pu être effectué sans que les puissances occidentales qui le soutenaient ne soient au courant. D'où la question que pose à juste titre Thomas, à quel moment est-ce qu'il devient infréquentable alors que peu de temps avant, il était très fréquentable. Alors Hissène Habré est loin d'être le seul chef d'État, monsieur, soupçonné des pires atrocités, notamment envers son peuple. Mais c'est la première fois dans l'histoire du continent africain, dans l'histoire récente, qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, va être jugé sur le continent par une cour exceptionnelle. Comment ce procès va finalement voir le jour? Comment est-on arrivé là? C'est parti de Belgique, les plaintes. Si mes souvenirs sont bien. Tout à fait, comme vous le dites, c'est parti de Belgique, mais pas par des enfants de cœur belges, mais plutôt par des Tchadiens qui, peut-être par naissance ou par d'autres voies, étaient devenus des Belges et qui avaient vu qu'il y avait l'universalité du droit belge. Mais ce qu'on pourra retenir ici dans ce schéma après, même si peut-être qu'on ne peut pas saluer ce fait, mais moi je voulais noter à la fois la solidarité dans la fraternité africaine, au point qu'il y a de la difficulté dans mon pays, c'est dans un autre pays africain que je trouve refuge, ça c'est d'un. De deux, que le fait de regagner un pays ne veut pas dire que tout ce qu'on a posé comme acte de crime était absous et que tous les actes que nous posons partout où nous irons devraient nous suivre. Ensuite, face sans doute à l'ampleur du crime, on parle de 40 000, ça sont les chiffres officiels, il y a des voix qui s'élèvent. Le Sénégal, dans un point de vue juridique, se montre incompétent dans un premier instant. Ensuite, c'est toute l'Union africaine qui joue sa crédibilité, parce que le tout n'est pas développement sans respect des droits de l'homme. L'Union africaine qui s'est saisie du dossier et qui finalement, arrive non sans difficulté, parce que là on parle de financement du procès, en train de tergiverser, je vais y arriver, pendant que effectivement on a vu tout à l'heure dans votre reportage des images des hommes déshumanisés par les effets de la guerre, en train de demander réparation. Finalement on arrive à juger Hissène Habré et le monde entier et l'Afrique s'accordent à dire qu'il y a eu justice qui a été rendue, même si ça a pris du temps, il y a eu justice qui a été rendue et les crimes commis par un homme ont été reconnus et condamnés et que réparation devrait être faite. Alors comment percevoir un peu a posteriori ce procès? C'était quoi? C'était une manière pour l'Afrique de montrer qu'elle pouvait juger ses anciens chefs d'État, assumer ses responsabilités, ou c'était finalement... on ne va pas dire
comment dire... Le procès Hissène Habré a été une grosse mascarade, un grand moment d'hypocrisie juridique au plan international. Parce que déjà, c'est cette justice à tête chercheuse. On sait tous que Hissène Habré n'a pas été le seul chef d'État, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents, à commettre des crimes, en tout cas que des crimes aient pu être commis en son nom. Ce n'est pas le seul. Comment est-ce que finalement c'est lui qu'on retient? Ça, c'est déjà d'un. Par la suite, on essaie de prendre prétexte de ce qu'on appelait à l'époque la compétence universelle, c'est-à-dire un pays se lève et puis il dit il est compétent pour juger des gens d'un autre pays, c'est de son ressort. C'est cette brèche ouverte par la compétence dite universelle de certaines juridictions nationales qui donc amène au procès Habré. Là, passe encore, on peut dire oui, bon, il y a eu crime, donc il faut qu'il y ait procès et qu'on en condamne l'auteur. Mais sauf que là encore, c'est un grand moment, c'est un cirque. À un certain moment, le Sénégal estime que non, il ne peut pas le juger, son droit ne le permet pas. Puis on connaît très bien les vases hésitations de M. Wade à l'époque. Eh bien, un jour, père, il dit qu'il peut le faire. Un jour, un père, il dit qu'il ne peut plus le faire. Par la suite, il dit qu'il peut le faire, mais il a besoin d'argent pour le faire. Donc, ça a été une grosse comédie pour ensuite accoucher d'un procès au thème duquel on n'a pas appris grand-chose. Puis avec des avocats commis d'office, avec des juridictions, on a tout fait pour essayer. Parce qu'à l'époque, déjà, les Africains s'insurgeaient contre cette compétence universelle déroulée par les Européens pour juger les Africains. Alors, pour donner un semblant d'africanité à la chose, on dit, bon, l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui a décidé. Et donc, bon, on a habillé ça de façon africaine, mais c'est un procès qui a été fait pour l'exemple, à la suite de celui qu'on a intenté au général Pinochet. Alors justement, que faut-il retenir de ce procès dont on sait finalement que les victimes ne sont pas satisfaites? L'État tchadien lui-même ne prend pas en charge la suite sur le plan financier. Donc, que retenir de ce procès? Vous nous dites que c'était une mascarade. Que retenir? Était-ce nécessaire? Moi, je serais un peu dans l'euphémisme, contrairement à Valentin, pour dire que mieux vaut tard que jamais. Finalement, il y a eu justice. Mais que vaut une justice sans exécution des ordonnances ou bien on va dire des décisions de cette justice? C'est ça la réalité. 40 000 victimes, on avait parlé de près de 20 millions de francs CFA par victime. Est-ce que c'était juste de la littérature ou bien on avait ici à cœur de réparer des torts qui ont été commis et puis prévenir naturellement d'autres crimes de ce genre? N'oublions pas qu'entre-temps, le Tchad était devenu pays producteur de pétrole. Est-ce que c'est ce pétrole qui allait financer cette réparation, ou bien c'est l'Union africaine, ou bien c'est la communauté internationale? Ce que je dois dire, c'est qu'une justice, c'est bien, mais donner encore beaucoup plus force aux décisions de cette justice fera encore plus de bien à l'Afrique. Mais je suis de ceux-là qui pensent que, bon, l'Afrique a osé plutôt que d'expédier, contrairement à ce que le Sénégal avait fait pour la première fois pour dire je suis incompétent. Voilà, et le Sénégal a dit finalement avec l'Union africaine qu'on peut le juger, mais ne faisons pas une parodie de justice qui pourrait donner raison à Valentin, mais allons jusqu'au bout dans l'exécution des décisions de cette justice. Alors justement, ça sera certainement ma dernière question, messieurs. Le procès d'Hissène Habré et sa mort pose la question finalement de l'avenir des chefs d'État, les anciens chefs d'État africains. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnalités politiques de premier plan dont sincèrement beaucoup ont des choses à se reprocher? Peut-être pas au niveau des atrocités et des charniers, mais même ce ne serait que sur le plan de la corruption autre. On a l'impression que certains se maintiennent au pouvoir pour ne pas justement qu'on ouvre des dossiers, faire le bilan de leur mandat ou de leur pouvoir. Et on a toujours aussi l'impression qu'il y a des enjeux stratégiques, géopolitiques qui font qu'il y a des coupables idéaux, d'autres seront toujours dans l'impunité. Quelle réflexion on doit mener sur ça, l'avenir des anciens chefs d'État africains? Quelle réflexion? On sait que Jacob Zuma est actuellement emprisonné après un procès dans son propre pays. Voilà, quelle réflexion qu'on doit se faire? Quelle réflexion? D'abord,
sur la justice elle-même. Nul ne nie le fait qu'il faut qu'il y ait réparation quand il y a des crimes, qu'on en pourchasse les auteurs, qu'on les retrouve et qu'on les sanctionne. Ça, il faut le faire. Ce qui est déplorable et qui va à l'encontre justement de la justice, c'est cette indignation sélective et cette recherche du coupable idéal. Je vous pose une question, par exemple. Pouvait-on honnêtement juger Hissène Habré sans juger Déby, qui était avec lui au départ? Parce que ça, il faut pas le... Il est entré à Djamena pour faire partie Goukouni. Goukouni, oui, avec qui il était. Alors, à partir de quand, pourquoi est-ce qu'on désolidarisait donc de M. Déby de ce que... Parce qu'on avait besoin de Déby à ce moment-là. Oui, donc voilà, c'est pour dire que malheureusement, la justice que nous appelons tous de nos voeux est malheureusement prise en otage très souvent par des intérêts qui la dépassent, notamment par des calculs géostratégiques, par les intérêts des grandes puissances, les intérêts du moment. Si celui-ci fait les affaires de telle grande puissance à ce moment précis, nous sommes avec lui. Le jour où il ne fait plus nos affaires, eh bien on le lâche. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut continuer à avancer? Ça, c'est la première réflexion que ceci m'impose. Alors l'autre réflexion par laquelle vous soulevez à juste titre sur l'avenir de nos chefs d'État, notamment en Afrique, parce que malheureusement, c'est une question qu'on dirait qui ne concerne que les Africains. Oui. Je veux dire que cet avenir, d'abord, ça doit être un avenir encadré par le droit. Tant que nous n'avons pas pu instaurer dans nos pays, différents pays, des vrais états de droit qui fonctionnent suivant la règle du droit et non selon la loi du plus fort, eh bien, tant qu'il n'y a pas ces états de droit, on sera toujours dans la peur du lendemain. Parce que même ce qui est écrit, nul ne sait si ça tiendra. C'est écrit, oui, mais qui va le respecter après? Après moi, est-ce qu'on ne va pas changer de loi? Est-ce qu'on ne va pas changer de constitution? Est-ce qu'on ne va pas changer de code pénal et autres pour pouvoir m'incriminer par la suite? Donc, tant qu'il y a ces incertitudes juridiques, eh bien, on sera toujours dans des cas de figure, soit des chefs d'État qui essaient de rester le plus longtemps possible au pouvoir pour éviter toute poursuite judiciaire par la suite, soit on sera face à des chefs d'État aussi qui vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, peut-être même en partant, essayer de laisser des personnes qui soient plus complaisantes envers leur gouvernance. Mais je pense qu'au finish, il faut bien que ces différentes histoires, ces différentes péripéties des chefs d'État sous le coup de la justice incitent ceux qui sont encore en fonction à une meilleure gouvernance. Messieurs, c'est le mot de la fin. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur ce verbatim. Aucun peuple, aucune ethnie, aucune religion n'est exemplaire. Si chacun a ses héros, il a aussi ses bourreaux. D'Alain Leblé. Alors on se retrouve samedi prochain pour un numéro exceptionnel consacré aux 20 ans de cette fatidique date du 11 septembre 2001. Pendant 1 heure, dès 14 h, le rendez-vous est pris. Bonne fin de journée à tous.